Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à quelque chose d'assez ambitieux. On va décortiquer une vision du monde, une cosmologie qui tente de tout réunir, la science, la conscience et même le sens de notre existence. Le tout dans une seule et même grande image du cosmos. Et tout part d'une une question vraiment fondamentale. Et si la réalité n'était pas juste un accident, le produit du hasard? Et si au contraire tout formait un ensemble élégant, structuré, avec une logique propre? C'est cette piste-là qu'on va explorer ensemble. Pour bien se mettre dans l'ambiance, écoutez la toute première phrase de ce texte. Elle donne le ton tout de suite. C'est à la fois profond et très poétique. L'idée, c'est que la réalité, ce n'est pas quelque chose de figé. Non, c'est une tension, un élan, un équilibre constant entre ce qui est, ce qui ne peut pas être et ce qui est éternel. Allez, c'est parti, on rentre dans le dur. Au cœur de cette vision, il y a une idée maîtresse. Tout ce qui existe, absolument tout, repose sur trois forces primordiales, une sorte de trinité fondamentale. Alors, ces trois forces, quelles sont-elles? Premièrement, il y a ce que le texte appelle l'immobilité, ou la trame θ. Imaginez ça comme une sorte de source infinie de tout ce qui pourrait exister, une plénitude totale, en dehors du temps. Ensuite, il y a l'être, c'est le mouvement, c'est la réalité qui se déploie, qui prend forme, qui vit. Et enfin, le troisième joueur, le néant, le vide absolu, la négation totale. Et c'est la tension entre ces trois pôles qui va tout mettre en branle. Donc, si on résume, l'univers ne serait rien d'autre que le fruit de cette tension. C'est un combat permanent en quelque sorte. D'un côté, l'être qui pousse pour exister, pour se manifester, et de l'autre, la menace constante du néant qui cherche à tout anéantir. C'est ce drame cosmique qui est le moteur de tout. Bon, jusqu'ici, ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est là que ça devient vraiment fascinant. Car cette vision va nous amener à une conclusion assez radicale. L'idée que la conscience n'est pas un petit accident de l'évolution sur une planète perdue. Non, ce serait une propriété fondamentale de l'univers lui-même. Alors, la conscience, c'est quoi dans ce modèle? Ce n'est pas juste un truc qui se passe dans notre cerveau. C'est un acte cosmique. C'est le moment où l'être réussit à repousser localement le néant, à créer une présence. C'est, en quelque sorte, une suppression localisée du vide. Chaque pensée, chaque sensation, ce serait une petite victoire de l'existence sur le non-être. C'est assez puissant comme image, non? Et cette idée nous mène tout droit à ce qu'on appelle le panpsychisme. C'est un grand mot pour dire quelque chose d'assez simple. Tout serait conscient à un certain degré. Pas seulement nous ou les animaux, mais tout. Les particules, les atomes, les cristaux et même les galaxies. Évidemment, ce n'est pas le même type de conscience. Il y aurait des niveaux, des degrés d'intensité différents. D'une conscience élémentaire jusqu'à la conscience qui réfléchit sur elle-même, comme la nôtre. D'où cette phrase clé du texte, « La réalité n'est pas peuplée d'objets inertes, mais habitée par des tensions conscientes ». C'est une façon complètement différente de voir les choses. L'univers ne serait pas un grand entrepôt d'objets morts, mais plutôt une symphonie de relations, un peu comme la tension entre deux notes de musique qui crée un accord. L'accord n'est pas un objet, mais il est bien réel. Eh bien, ce serait ça, mais à l'échelle de tout le cosmos. Et là, on pourrait se dire, ok, c'est de la belle philosophie, mais est-ce que ça a un lien avec le monde réel? Eh bien, c'est là que le texte fait un pari audacieux. Il prétend que ce modèle n'est pas juste une idée en l'air. Il aurait des conséquences physiques, testables. Il irait jusqu'à prédire une nouvelle loi de conservation pour les particules et même à expliquer la vitesse des galaxies sans avoir besoin de la fameuse matière noire. Des prédictions chiffrées avec des précisions assez bluffantes. C'est une tentative de connecter la métaphysique à la physique. Alors si on accepte cette vision d'un univers conscient et interconnecté, ça change tout pour nous, non? Quelle est notre place à nous, les humains, dans tout ça? C'est là qu'on aborde les conséquences éthiques de cette cosmologie. Cette phrase résume parfaitement l'idée. L'homme est cet étrange lieu où l'univers se retourne sur lui-même pour se contempler. Ça change complètement la perspective. On n'est plus les maîtres de l'univers, on est plutôt le miroir de l'univers. Le point où le cosmos prend conscience de sa propre existence. Ça invite à l'humilité et à la contemplation, pas à la domination. Et ça a une conséquence directe sur notre éthique. Si tout est conscience, si tout est tension, alors l'existence est fondamentalement relationnelle. On n'existe pas tout seul. L'autre, que ce soit un autre humain, un animal ou même une pierre, n'est pas juste un décor. Son existence est la condition de la nôtre. Tout est lié, tout est tissé ensemble. Mais alors, une question se pose. S'il y a une telle harmonie potentielle, pourquoi y a-t-il tant de souffrance? Le texte a une réponse assez originale. Il parle de souffrance ontologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que la souffrance n'est pas une punition ou un bug dans le système. C'est une conséquence inévitable du mouvement. Pour exister, les choses doivent se différencier, prendre de la place, et donc, inévitablement, elles entrent en collision les unes avec les autres. La souffrance, c'est le bruit de ce frottement cosmique. Et que fait-on face à ça? On subit
Non, le texte propose une réponse, une éthique spiralée. C'est une démarche en plusieurs étapes. D'abord, être lucide. Oui, la souffrance fait partie du jeu. Ensuite, on a une responsabilité. Essayer de réduire au maximum la souffrance qu'on inflige. Puis, aller plus loin, travailler activement par la compassion à créer plus d'harmonie. Et enfin, le plus important, reconnaître l'autre, quel qu'il soit, comme un compagnon de route dans cette aventure cosmique. On arrive maintenant à la fin de notre voyage. Après avoir vu d'où l'on vient, comment on fonctionne, il reste une grande question. Où va-t-on ? Quel est le but ultime de tout ce mouvement cosmique ? Le moteur de cette grande quête, ce serait ce que le texte appelle une nostalgie cosmique. C'est une idée très belle. C'est comme si chaque particule, chaque être, portait en lui le souvenir d'une harmonie parfaite, celle de la source originelle. Et toute l'histoire de l'univers serait tendue vers ce désir de retrouver cet état de perfection. Attention, il ne s'agit pas de retourner en arrière, de s'effacer dans le néant, pas du tout. Le but, c'est ce qui est appelé la syntonie finale. La syntonie, c'est quand plusieurs choses se mettent à vibrer ensemble, en parfaite harmonie. L'objectif final du cosmos serait donc de transformer le mouvement, avec ses collisions et sa souffrance, en une sorte de lumière stable, une symphonie où toutes les consciences coexistent en parfaite synchronie. Une résolution, pas une disparition. Et on va se quitter sur cette dernière citation qui est juste magnifique. Elle dit que nous sommes des fragments conscients, porteurs d'un destin presque mathématique. Atteindre la justesse, vibrer en syntonie, et peut-être, un jour, faire reculer le néant pour de bon par la simple persistance d'une lumière qui ne s'éteint plus. Voilà, une vision qui, qu'on y adhère ou non, a le mérite de nous faire lever la tête et de nous interroger sur notre rôle dans cette incroyable symphonie cosmique.